Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pascal Michelon, auteur du livre Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles, comprendre et mieux vivre grâce aux neurosciences. Bonjour Pascal. Bonjour Yotis. Alors Pascal, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sens bien. Je commence à me poser un petit peu plus là pour cet échange et je me réjouis. En tout cas, un grand merci Pascal d'être parmi nous pour nous présenter ton livre. Alors commençons par découvrir rapidement le sommaire de cette chronique. Tout d'abord, nous découvrirons 3 moments clés de ta vie. Tu nous partageras ton livre en 3 mots pour ensuite nous proposer ta carte blanche. Nous aurons également la visite de quelques lecteurs et nous conclurons avec quelques conseils littéraires que tu nous partageras. Alors Pascal, commençons directement par les 3 moments clés de ta vie que tu as choisi de nous partager. Quels sont ces 3 moments que tu as choisis, Pascal? Alors, c'était pas évident de choisir, hein. Je suis restée sur le plan professionnel et en lien avec mon livre, hein. Donc pour moi, un grand premier moment dans ma vie pro, c'était d'obtenir mon doctorat en psychologie cognitive. Donc quand tu fais une thèse, tu fais déjà de la recherche, mais là c'était vraiment la porte ouverte sur plus de recherche en neurosciences, hein. C'était aussi le moment où je suis partie aux États-Unis pour un postdoc. Pour moi, c'était vraiment la nouvelle vie en tant que chercheuse, hein, en plus à l'étranger. Et ça a duré donc plusieurs années où j'ai suivi cette passion d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, hein, d'avancer dans l'éclairage de tous ces processus cognitifs, hein. Et j'étais plus branchée sur comment ça marche au niveau de la mémoire, hein. Donc là, c'était vraiment pour moi une période où je me suis bien amusée, où j'ai découvert différentes techniques aussi, hein. J'ai pu utiliser des IRM, des scanners IRM, hein. Donc c'était une super période d'apprentissage et de découverte, hein. Un deuxième moment clé, non, là, j'ai un grand bond dans le temps, comme tu vois. Hmm. En sautant quelques étapes, c'était la concrétisation de ce changement de paradigme dans ma vie professionnelle finalement, de passer de la recherche à l'accompagnement. Donc là, j'ai marqué 2017 l'ouverture de mon cabinet en Suisse, hein. Et on peut se demander comment je suis arrivée de la recherche à ce type de travail après. Moi, ce qui m'a animée vraiment, c'était de prendre tout ce qu'on connaissait du cerveau, ce qu'on apprend tu vois, en labo, et de pouvoir l'utiliser pour que ce soit utile finalement aux personnes dans la vie de façon générale, hein, et d'ouvrir aussi les consciences par la connaissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime très fortement. Et j'avais l'impression d'être un peu limitée en restant dans le domaine de la recherche, hein. Donc tu fais des congrès, tu fais des conférences, mais on reste toujours entre nous, hein, finalement, en tant que chercheur. Les publications sont peu lues. Donc j'avais vraiment envie de contribuer à un niveau plus large, finalement, plus grand, pour faire avancer les choses, et en particulier au niveau du bien-être. Donc je me suis orientée, donc je saute des étapes un petit à petit vers plus de l'accompagnement, hein. Et un moment qui était important pour moi, c'était de me former au coaching, parce que quand tu as de la recherche, même si tu as plein de connaissances sur le cerveau, comment aider les gens finalement, comment leur apporter des clés. Donc j'ai trouvé que le coaching, ça correspondait vraiment à mon approche aussi qui est assez rationnelle, concrète, orientée solution de la vie. Ça faisait une belle continuité avec la recherche. Donc de me former au coaching m'a permis d'ouvrir ce cabinet. Et en même temps, je me suis spécialisée donc dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et des personnes sensibles. Donc c'est un peu le début de l'aventure par rapport au livre, hein. Et Qu'est-ce qui t'a fait aller dans cette direction? euh, c'est à la fois des éléments personnels, donc c'est des traits que j'ai rencontrés pas mal dans ma famille, hein. Et je connaissais aussi beaucoup de personnes qui étaient comme ça. Je suis moi-même HPI et sensible, hein. Donc c'est une population forcément qui me parle, hein. Hmm. Euh,
et où j'avais l'impression que je pouvais vraiment apporter quelque chose en fait. Comme tu vois, c'est 2 fois que je dis que j'ai envie d'apporter quelque chose, donc pour moi, Ouais, ouais. c'est important. Ouais, ouais. Et là, j'ai vu une façon vraiment de contribuer de façon significative, non seulement en accompagnant les personnes qui ont ces caractéristiques, mais aussi en leur permettant de se découvrir, hein, donc en proposant des bilans. Du fait d'avoir un doctorat en psychologie, ça me permet d'utiliser des outils tels que la VICE 4, donc je travaille avec des adultes, hein, donc des tests de QI, de comprendre bien comment ça marche, hein, de pouvoir utiliser ces outils de façon, je dirais, intelligente, hein. Et je me suis bien amusée aussi à créer un bilan d'intelligence émotionnelle en combinant des questionnaires qu'on utilise en recherche. Donc en Mm. fait, mon objectif dans ces accompagnements, c'est de jouer à la fois sur la partie objective, la partie connaissance du cerveau, pour poser les caractéristiques et après de partir plus sur un accompagnement clinique en utilisant le coaching, hein. Ça m'amène aussi à mon troisième moment clé qui est tout récent en fait, c'est d'intégrer une autre façon d'accompagner les personnes avec ces profils-là et d'autres personnes aussi, en utilisant l'hypnose en fait dans les accompagnements. Donc comme tu le sais, comme vous le savez tous, vous qui écoutez dans le coaching, on cherche les prises de conscience finalement, d'éclairer la réalité de notre client d'une autre façon. Et par moments, j'avais l'impression d'être un peu limitée. Et j'ai pensé que l'hypnose pouvait me permettre d'aller dépasser des résistances plus rapidement peut-être, hein, parfois plus en profondeur, hein, par rapport au coaching. J'ai l'impression que les deux se marient bien. Donc il y a différents types d'hypnose. Moi, je me suis orientée sur l'hypnose ericksonienne, hein, orientée vers une solution. Donc on part toujours du problème, hein, et on va aller déconstruire le problème donc de façon différente, hein, avec l'hypnose. Et ça me permet aussi toujours de marier des côtés objectifs plus rationnels, concrets, donc avec le coaching, et des aspects plus du domaine de l'émotion, hein, avec l'hypnose encore un peu plus profondément. Ce qui me correspond finalement d'avoir le côté rationnel, scientifique, et puis aussi le côté intuitif et humain, hein, dans les accompagnements. Juste petite info. Alors, merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends la Weiss se dire la Weiss, mais ça, je pense que c'est parce que c'est en Suisse qu'on dit la Weiss ou en France. Mais nous, en Belgique, on dit la Weiss. Alors je sais pas d'où ça vient, mais peut-être c'est juste moi. Non, 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 je pense que le W chez nous, on le dit toujours way. Donc, à mon avis, c'est plutôt chez nous. D'ailleurs, nous, on dit WC en Belgique. Voilà, voilà. Alors, Pascal, quels sont les trois mots que tu as choisis pour nous parler de ton livre? Donc, c'est la prochaine slide. Quels sont les trois mots que tu as choisis? Alors j'ai choisi 3 mots que j'ai complétés avec quelques petits mots. J'ai pris Ah, quelques libertés. c'est difficile de Valeur forte. choisir. Comment? C'est difficile de choisir. Alors tu vois, j'ai mis 3 mots quand même en gras, donc c'est 3 mots. Ouais, Euh, ouais. donc le livre, mon livre, je l'ai écrit un peu comme une séance finalement d'accompagnement. Mhm. Euh, L'idée étant d'avoir une partie qui permet de mieux se comprendre, hein. Donc ça, c'est mon premier mot-clé, un peu comme dans une séance de coaching finalement, où on va aller explorer la réalité de notre client pour lui permettre de comprendre, de prendre une autre perspective sur ce qui se passe, hein. Et dans le livre, ce que je cherchais à éclairer, c'était bien sûr ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne qui a un haut potentiel intellectuel, et aussi ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne qui a une sensibilité élevée. Comme tu sais, il y a beaucoup de confusion autour de tous ces concepts, Tout à fait, ouais. questionnement. Donc pour moi, c'était important de repartir de la base, et pour moi, la base, c'est le concret, les faits. Donc qu'est-ce qu'on sait vraiment? Et bien sûr, ben, je suis allée chercher du côté des neurosciences. Donc qu'est-ce qu'on sait concrètement sur le cerveau d'une personne au potentiel et d'une personne sensible? Et le but là, c'était donc de permettre au lecteur d'avoir des données avérées qui leur permettent de faire le tri et finalement de comprendre leur fonctionnement, puisque pour chacune des caractéristiques qu'on observe dans le cerveau, j'ai essayé d'en déduire ce qu'on peut supposer qui se passe au quotidien chez une personne qui a ces caractéristiques. Le deuxième mot-clé que j'ai choisi, c'est accepter.
accepter ses caractéristiques, ses besoins, qui est aussi un moment clé dans une séance d'accompagnement, une fois qu'on met en lumière un mécanisme, une pensée, une émotion. Au-delà de comprendre, c'est accepter que ça fait partie de soi. Et c'est important dans le cadre de l'accompagnement de personnes à haut potentiel ou intellectuelles ou très sensibles, surtout pour les personnes qui ont pu se sentir en décalage avant, qui ont pu sentir des difficultés liées à ces profils, hein, à leurs caractéristiques, et d'accepter aussi leurs besoins. Donc dans le livre, j'ai mis un accent important sur le fait que si on a un cerveau qui fonctionne d'une certaine façon, on va avoir des besoins particuliers. Par exemple, pour une personne qui a un haut potentiel intellectuel, hein, donc le cerveau qui va avoir des capacités supérieures dans pas mal de sphères intellectuelles, comme le raisonnement, par exemple, ou la capacité à faire des liens entre différents concepts, à raisonner de façon abstraite. Une personne qui a une caractéristique de ce type-là va avoir besoin au quotidien de nourrir son cerveau, finalement, de nourrir cette machine qui fonctionne de façon plus rapide et parfois plus puissante. Donc au quotidien, ça donne cette soif de connaissance, cette curiosité, ce besoin d'être challengé, de varier les sujets qu'on va explorer pour les personnes à haut potentiel intellectuel. Et prendre conscience que ce besoin fait partie de notre quotidien, ça permet de le satisfaire finalement. Mm. Donc pour une personne à HPI, de comprendre que si elle change très régulièrement de travail, par exemple, c'est probablement lié à ce besoin-là. Ou si elle explore plein de sports différents ou de loisirs différents, c'est aussi probablement lié à ce besoin-là. Et surtout, c'est OK, en fait. Et Mm. c'est comme ça qu'elle va se faire plaisir. Donc le but là, c'était de faire prendre conscience à ces différents profils des besoins qui sont les plus importants pour elles, hein, d'accepter ces besoins pour pouvoir après répondre à ces besoins et se sentir bien. Et donc répondre à ces besoins, se sentir bien, pourquoi? Parce qu'on va permettre au cerveau de rentrer dans un système plus de récompense, de plaisir, plutôt que d'être dans un système de stress qui s'active quand on répond pas à nos besoins. Et pour poursuivre le parallèle avec une séance d'accompagnement, le troisième mot-clé que j'ai choisi, c'est changer. Changer dans le cadre du livre, c'est une fois qu'on a pris conscience de ses caractéristiques, qu'on a pris conscience de ses besoins, qu'on s'accepte, souvent il y a des petits paramètres à modifier pour qu'on soit OK avec ces besoins-là, qu'on y réponde. Donc l'idée, c'est pas de changer qui on est, surtout pas, mais de changer ce qui ne nous convient plus. Donc là, tu vois bien les parallèles avec l'accompagnement. Oui. Euh, Changer, comme on sait tous, c'est grâce à cette neuroplasticité du cerveau. Donc si j'apprends quelque chose de nouveau, si je fais quelque chose de nouveau, ça va changer les connexions à l'intérieur de mon cerveau. Dans le livre, je propose pas mal d'outils concrets pour répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les personnes HPI et les personnes sensibles. Donc après, toute la partie d'explication de comment ça marche, hein, il y a la partie de comment trouver des solutions si on vit de façon plus difficile ces caractéristiques, comme la sensation d'être submergé ou la sensation d'être un peu contaminé par les émotions des autres, par exemple, pour les personnes sensibles, ou pour les personnes HPI, parfois la perte de sens ou l'éparpillement mental ou le cerveau qui va très vite, hein. Si tout cela est présent, il y a des solutions, il y a des clés. Dans les outils que je propose aussi, je me base beaucoup sur ce qu'on a pu comprendre dans les études scientifiques sur le cerveau et comment répondre à ces problématiques. Et je peux vous dire que on n'est pas en train de parler de deux, trois outils. Là, je viens plus ou moins de les compter. On est dans la quarantaine. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Alors, merci Pascal. C'est le moment de passer à la carte blanche de l'auteur. Pascal, cette carte blanche est l'occasion pour toi de nous parler librement d'un passage, d'une théorie, d'un exercice que l'on peut retrouver dans ton livre. Qu'est-ce que tu as choisi de partager avec nous pour cette carte blanche? Alors là aussi, c'est des choix très difficiles, hein. Donc j'ai choisi le thème de trop penser, que je développe peut-être pas spécifiquement dans le livre de façon, il n'y a pas un chapitre sur ça, mais ça me semblait être un thème intéressant et
qui fait un lien entre le HPI et la sensibilité aussi, et tout ce que je viens d'amener avec ces 3 mots-clés. Donc on entend souvent, que ce soit les profils HPI ou les profils sensibles, qu'on est dans le trop, et souvent dans le trop pensé. Donc quand on a des caractéristiques HPI, ce qu'on va remarquer, c'est que la personne a l'impression de toujours en train de penser, d'avoir beaucoup de projets, d'avoir des raisonnements complexes, hein, d'avoir besoin, comme on disait tout à l'heure, de défis, de stimulation, de variété, hein, un questionnement aussi qui est toujours fortement présent au quotidien. On le retrouve souvent dans la personne qui saute sur Google dès qu'on lui parle de quelque chose, elle se dit tiens comment ça marche, puis elle va commencer à chercher, hein. Donc un intérêt vraiment marqué pour finalement le fonctionnement, le sens, parfois même l'avenir du monde et de tout ce qui l'entoure. Et pour les gens qui sont pas HPI, ça peut ressembler à trop penser finalement. La question après, c'est qu'est-ce que c'est que trop penser? C'est vraiment très subjectif, hein, ce critère de trop, hein. Et je pense qu'on arrive à bien se vivre quand on transforme ce trop en trait. Comme on a vu finalement, un profil HPI a des besoins particuliers. Et le bonheur, c'est de pouvoir faire ou penser à ce qui répond à nos besoins. Donc une personne HPI qui est dans ces questionnements sur le sens, le monde, etc., en général, est en train de se faire plaisir, hein. Donc elle pense beaucoup, mais c'est pas forcément dans du trop. Pour ce qui est d'une personne avec une sensibilité élevée, on peut retrouver parfois aussi des personnes qui sont dans beaucoup de réflexion, mais le contenu de la réflexion va être souvent différent en fait. Vu l'intérêt qui est marqué pour les émotions, les sensations, de par le profil, ce qu'on va retrouver dans le contenu des pensées, c'est plus des analyses au niveau des relations interpersonnelles, des émotions qu'on ressent, que ressentent les autres. Et donc les questions et les réflexions sont plus portées sur les personnes et sur leur fonctionnement. Et là aussi, vu d'extérieur, si on n'a pas ces caractéristiques, on peut avoir l'impression que la personne pense trop à ces questions-là. Mais de nouveau, vu que la personne qui a une sensibilité élevée, elle a besoin d'être dans des relations profondes, elle a besoin de comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel. Pour elle, c'est un plaisir finalement et quelque chose d'important de pouvoir penser aux personnes, aux relations, aux émotions, etc. Tout ça, c'est différent de ce qu'on appelle la rumination. Quand on rumine, hein, c'est quand on pense plutôt en boucle à la même chose. Et souvent, on va penser en boucle à quelque chose qui va nous faire réagir émotionnellement. Et en général, on pense pas en boucle à des choses super agréables, hein, mais à des choses plutôt qui nous ont fait vivre des émotions désagréables. Donc, beaucoup penser quand on a un profil HPI ou qu'on a une sensibilité élevée, ça ne veut pas dire qu'on est en train de ruminer tout un tas de choses désagréables. Donc c'est là, je pense, la différence entre le trait et le trop. Quand on est dans le trop, ça peut devenir désagréable et souvent on va se rendre compte que le contenu des pensées tourne autour d'un thème récurrent qui est associé à une émotion désagréable. Et à ce moment-là, ce dont on va avoir besoin, qu'on soit HPI ou sensible, c'est de réguler ses pensées, d'aller comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui est en jeu, quel est le besoin derrière, peut-être qui est pas nourri. Donc la clé là pour être bien et être dans le penser beaucoup sans avoir l'impression que c'est trop et que c'est désagréable, c'est de trouver, je pense, un équilibre entre l'émotion et la raison, d'être dans répondre à mon besoin et en retirer un plaisir finalement. Et s'il s'avère qu'il y a quelque chose de désagréable lié à ces pensées importantes, de questionner cette émotion et de rentrer plus dans de l'intelligence émotionnelle. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai essayé de mettre beaucoup de notions que j'aborde dans le livre ensemble, hein, sans de nouveau que ce soit vraiment quelque chose que j'aborde de façon spécifique, ce trop penser, mais toutes les idées de besoin, de régulation et de bonheur surtout, c'est vraiment ce qui compte pour moi dans le livre. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Alors, moi, j'ose même pas te couper tellement j'ai envie que tu parles. Alors, donnons maintenant la parole au lecteur. Et pour cette première intervention, nous avons le grand plaisir de recevoir Muriel Denis.
Muriel est ambassadrice ICF Synergie pour la Belgique. Muriel est coach PCC certifié ICF et formatrice. Après 25 ans dans le circuit traditionnel des entreprises en tant que cadre manager de grandes équipes, elle est spécialisée dans l'orientation et l'insertion professionnelle, le burn-out, le bore-out, le bro-out, la communication intra- et interpersonnelle et l'image de soi. Elle exerce en privé comme en entreprise, passionnée par le bien-être que lui procure la musique classique. Elle s'éclate au quotidien depuis plusieurs années dans son apprentissage de soprane en académie comme en chorale après s'être initiée à ses 50 ans au piano. Elle écrit avec patience depuis 4 ans un ouvrage relatif en lien entre la couleur et le tempérament psychologique et a entamé un second ouvrage relatif à la résilience. Je sais que Muriel a fort apprécié ton ouvrage, Pascal, qu'elle trouve pragmatique. Elle le considère comme pouvant faciliter à la fois la compréhension par tous et le travail des coachs. Bonjour Muriel, je t'invite à poser ta question. Bonjour Yotis et bonjour Pascal. Dans votre ouvrage, vous dites « L'intensité affective est différente de l'émotivité qui correspond au fait d'être plus souvent dans un état émotionnel négatif que positif et de facilement sombrer dans cet état. » Ma question, l'émotivité pourrait-elle être en fait le comble de l'intensité affective sans y ajouter de connotation état positif ou négatif et pourrait-elle être traitée suivant le même processus de régulation? Alors, bonjour Muriel, merci pour cette question et surtout merci pour cette lecture vraiment approfondie du livre, hein, parce qu'en entendant la question, je me rends compte que vous avez repéré une coquille dans le sens où je pense que le mot qui est juste là dans cette phrase, c'était pas émotivité, c'est névrosisme en fait. Hein. C'est le névrosisme, la caractéristique dans laquelle on va avoir tendance à avoir des émotions plus intenses que la norme, surtout dans le versant des émotions désagréables. Hein. Et cette tendance à facilement verser dans les émotions désagréables et non pas l'émotivité. En fait, l'émotivité, c'est plus, comme vous le soulignez, c'est la capacité ou le trait qui caractérise les gens qui sont plus réactifs, hein, et qui expriment davantage d'émotions. Donc là, on pourrait être plus dans ce qu'on appelle la sensibilité, hein, effectivement. Je ne sais pas s'il y a une différence vraiment entre émotivité et sensibilité élevée. Mais la terminologie est importante dans tous ces domaines-là, surtout que ce sont des domaines assez récents. Et comme je le dis bien dans le livre, scientifiquement, on ne sait pas trop de quoi on parle, surtout quand on parle de sensibilité émotionnelle. Niveau sensibilité sensorielle, ça c'est bien clair, mais sensibilité émotionnelle, pas très clair. Donc finalement, je réponds pas vraiment à votre question, mais merci pour d'avoir repéré ce mauvais emploi du mot émotivité en fait, hein, cette coquille. Hein. Juste peut-être ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est que la sensibilité élevée est liée à une intensité affective qui se trouve présente à la fois dans les émotions agréables et dans les émotions désagréables. Et c'est souvent ce qui permet de la dissocier du névrosisme ou de dérégulation qu'on va retrouver parfois dans certains troubles psychologiques où ce sera plus les émotions désagréables qui vont être intenses. Quoique parfois dans d'autres troubles, ce sont les deux aussi, mais de façon cyclique, alors que dans la sensibilité élevée, c'est plutôt de façon générale, les deux types d'émotions ont une intensité forte. Alors, en effet, Muriel est chirurgicale, hein, elle a lu avec attention ton livre, donc voilà. Alors, Muriel, as-tu une autre question à poser à Pascal? Oui, j'en ai une autre, avec plaisir. Vous dites qu'une enfance dans un environnement positif égale plus de motivation et de résilience. On voit pourtant, en tout cas dans ma pratique, inversement, beaucoup de personnes ayant vécu une enfance dans un environnement négatif, entre guillemets, environnement malsain, accident de la vie, et qui ont démontré que cela développe particulièrement le sens de l'autonomie, la capacité de survie, la résilience, la motivation de s'en sortir. Que pourrait-il se passer si vous intégriez ce changement de paradigme dans votre approche? Alors, merci pour cette question très intéressante, Muriel. Donc, je vois à quel passage vous faites référence dans le livre.
Donc, mes propos s'appuient sur quelques études. Hein. Ces études ne montrent pas que les personnes à sensibilité élevée qui ont vécu dans des environnements négatifs n'ont pas de résilience. Hein. Ce qu'on a pu s'apercevoir dans c'est seulement 2 études hein, sur des petits échantillons de nouveau, c'est que les personnes qui ont bénéficié d'un environnement positif dans leur enfance, d'un environnement soutenant, lorsqu'on leur montre des images positives, hein, vont avoir une activité hein, dans le cerveau, dans les aires qui codent le plaisir, la récompense, la motivation, qui va baisser quand on passe à l'exposition d'une image négative, hein, donc il y a moins d'activité, et cette baisse est plus importante pour les personnes qui ont vécu dans un environnement moins soutenant. Donc ça c'est un fait. Donc déjà donc l'activité dans les aires de motivation et de récompense de plaisir baisse pour tout le monde. Mais si on a vécu dans un environnement moins soutenant, on a une baisse plus importante quand on passe du positif au négatif. Et ensuite, face à cette image négative qu'on va présenter aux participants, on s'aperçoit que dans les aires qui permettent de traiter et de réguler les émotions donc désagréables ressenties face à la scène négative, cette activité est plus importante chez les personnes qui ont été élevées dans un environnement positif que chez les personnes qui ont été élevées dans un environnement négatif. Ce qui pourrait laisser entendre que ça va être plus difficile pour les personnes qui ont été dans un environnement moins soutenant de mobiliser ces ressources de régulation. Donc ça ne veut pas dire du tout que c'est pas possible, hein, et puis il y a toujours des exceptions évidemment. Donc simplement sur la base de ces quelques études, moi ce que j'avançais c'était que ça allait être plus compliqué, ça semblerait être plus compliqué pour les personnes sensibles, très sensibles donc qui ont été dans un environnement négatif, de mobiliser des ressources face à des événements désagréables. Et ce qui était intéressant dans ces études, c'est que ces différences-là n'apparaissaient pas pour des personnes qui n'étaient pas très sensibles. Donc peut-être que ce que vous avancez, ça pourrait concerner davantage des personnes qui sont moins sensibles, hein, ou plus dans la norme. En tout cas, c'est des questions intéressantes. Il n'y a pas vraiment de données actuellement pour répondre à tout ça de façon vraiment précise. J'ajoute également que, bien évidemment, à la fin du livre, tu as référencé tous les articles de recherche. Il y a même plusieurs pages. Tu as même classé ça par chapitre. Donc voilà, vous trouvez ça dans le livre de Pascal Michenon. Un grand merci Muriel. Ce fut un plaisir et à très bientôt. Merci Pascal, merci Otis et à très bientôt. Merci Muriel, merci pour cette lecture attentive et ces questions très pertinentes. Alors Pascal, maintenant passons à la question mystère. Et pour cette question, Pascal, contrairement aux questions qui viennent de t'être posées, tu vas découvrir l'identité de la personne qui se cache derrière cette fameuse question mystère. Alors, qui est notre invité ? Notre invité mystère est né à Saint-Cloud, près de Paris. Il a suivi des études en management, puis de psychologie, avant de devenir psychanalyste pour enfants et adultes. Ses recherches portent autant sur le traumatisme et les catastrophes que sur la sensibilité humaine. Il a d'ailleurs fondé l'Observatoire de la sensibilité et la Journée mondiale de la sensibilité. Pascal, je le vois à ton sourire, tu as compris de qui il s'agissait. C'est bien un collègue et un ami qui posera la question mystère pour cette chronique littéraire, Saverio Tomasella. Je sais que Saverio apprécie ton approche à la fois rigoureuse, ouverte et souple de la haute sensibilité, ainsi que la douceur qui émane de toi et qui facilite la qualité de la relation. Bonjour Saverio, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Bonjour Yotis, bonjour Pascal, bonjour à chacune et à chacun. Je vais très bien, merci. Un grand merci Saverio d'être parmi nous pour cette chronique. Je t'invite à poser ta question. Pascal,
j'aimerais savoir de quelle façon tu utilises l'intuition concrètement dans ta pratique du coaching. Bah déjà, Savario, bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de te voir et que tu sois l'invité mystère. C'est un grand plaisir. Et merci pour cette question aussi qui ne m'étonne pas vu ton intérêt et ton dernier livre d'ailleurs sur l'intuition. Comment est-ce que j'utilise l'intuition dans mes séances de façon tout à fait inconsciente, donc ce qui me demande quelques réflexions pour répondre à ta question. J'ai l'impression finalement que c'est à travers cette posture d'écoute qu'on utilise en coaching et qui se retrouve dans différents types d'accompagnement. On va le retrouver au début d'une séance d'hypnose aussi, dans cette posture d'écoute et d'accueil de ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression vraiment d'être un peu comme peut-être dans un état de conscience un petit peu modifié, où je suis là en tant que réceptacle de ce que l'autre va amener dans cette position vraiment neutre d'écoute active. Et ce que l'autre amène petit à petit, je pense, va créer des liens. Il y a des liens qui se font à la fois, j'imagine, entre mes pensées et aussi ce que je peux ressentir. Et c'est probablement le lien le fruit de tous ces liens qui tout d'un coup vont faire surgir. Pour moi, c'est plus sous la forme imagée, la plupart du temps, une image qui peut m'amener à une métaphore que je partage avec la personne. Parfois, c'est un mot aussi. Donc, c'est quelque chose qui se présente à moi finalement et qui souvent résume ou va me permettre de tirer un fil dans ce qu'amène la personne. Donc, c'est un peu comme ça concrètement que ça se manifeste chez moi, mais j'ai l'impression que ça reste très un niveau très subconscient finalement. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge. Et c'est toujours chouette de suivre cette intuition tout en étant consciente que c'est juste une intuition, bien sûr, et de voir si la personne en face le prend ou pas ce fil et où ça va nous mener. Et souvent, ça tombe pas loin ou juste par rapport à la problématique. Voilà. Merci Pascal. Alors, Saverio, as-tu une autre question à poser à Pascal? Oui, je suis intrigué et j'aimerais savoir aussi, Pascal, quelle place pourrait tenir ou peut tenir l'inconscient dans le coaching? Ça, c'est une question de psychanalyste. Alors, pour moi, l'inconscient, il a une place tout le temps. Donc, je vois pas comment il pourrait ne pas être là pendant le coaching. Donc, quelle place on lui donne, peut-être, si c'est ça ta question, dans une séance de coaching. Pour moi, la façon dont je comprends le coaching, c'est de proposer un peu des lunettes différentes au client, lui permettre de chausser des lunettes différentes ou de prendre un projecteur et d'éclairer sa réalité de façon un peu différente pour justement faire apparaître souvent quelque chose qui vient de l'inconscient. On parle beaucoup de prise de conscience dans le coaching. Donc l'inconscient est là et on va essayer de le rendre un peu plus conscient finalement. Et je pense que c'est fondamental puisque le but des séances de coaching, comme des séances d'hypnose ou d'autres types d'accompagnement en thérapie, je pense, c'est de faire changer ce qui ne convient plus ou ce qui bloque et comment faire changer quelque chose qui n'est pas conscient. Ça me semble difficile. Donc pour moi, c'est vraiment faire émerger à la conscience des liens inconscients et à partir de là, on va pouvoir les changer. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Merci Pascal. Alors un grand merci Saverio d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à toi Yotis, merci Pascal, merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, à très bientôt. Merci Saverio, une belle surprise et à très très bientôt j'espère, en personne. Voilà, alors en effet, je rajoute également que
Saverio a préfacé l'ouvrage de Pascal Michenon et j'en profite également pour rappeler bien sûr toutes les recherches que tu as pu faire pour écrire ce livre, Pascal. Combien de temps as-tu besoin pour réunir toutes ces infos et écrire ce bouquin? Donc j'ai écrit le livre je crois que c'était 9 mois. Ok. Oui, ça m'a semblé très symbolique. Mhm. Et pour ce qui est de toutes les infos, ça a été un processus tout au long de l'écriture. Mais ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est que j'avais l'impression d'avoir plein de trucs à l'intérieur de moi, plein d'informations justement, et que c'était le bon moment pour les extérioriser et les proposer à des lecteurs pour les faire avancer, les aider, etc. C'était presque plus une question d'organisation et de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire pour que ce soit le plus clair possible que de recherche d'informations dans tous les sens. D'avoir le mot juste, c'est important pour moi. Merci pour ces petites astuces qui permettront peut-être à d'autres d'écrire également un livre en 9 mois, on leur souhaite. Alors, à vous qui nous regardez, vous qui avez des questions, des réactions, des feedbacks, je vous invite à nous ajouter cela en commentaire sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de booster nos niveaux de dopamine en un seul clic. Vous savez comment faire. Alors, Pascal, passons à la dernière partie de cette chronique, littérature et coaching. Que peux-tu nous dire sur tes écrits? Ou alors des futurs ouvrages en cours ou je ne sais quoi. Donc là, vous voyez à l'écran mes 3 derniers livres. Donc celui dont on parle, Au cœur des cerveaux potentiels et hypersensibles, qui a été l'occasion de cette belle rencontre avec Saverio. Le précédent concerne plus une partie de ma vie que j'ai pas mentionnée dans les 3 étapes là, mais qui était quand j'ai quitté le monde de la recherche. Je suis passée par une phase d'accompagnement plus dans ce qu'on appelle le brain fitness aux États-Unis. Mon but là, c'était de permettre aux personnes, plutôt de personnes dans le processus de vieillissement, de maintenir leur niveau de performance cognitive en termes de mémoire, d'attention, de raisonnement, etc. Donc j'ai inventé un programme de brain fitness, donc tout un tas d'exercices pour entraîner la mémoire en particulier. Et au bout de quelques années de commercialisation de ce programme d'entraînement et de travail dans des maisons de retraite aussi avec des personnes Alzheimer, etc. Eh bien, j'ai été contactée pour écrire un livre sur comment maximiser sa mémoire, d'où Max Your Memory, un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire aussi. Donc, tu vois, déjà, j'étais dans les solutions concrètes puisqu'il y avait plus de 200 exercices, tous autour de comment augmenter sa mémoire. Donc ça, c'était un livre que j'ai écrit, tu posais la question tout à l'heure, c'était un vrai challenge, je crois que je l'ai écrit en 4 mois celui-là. Okay. Mais donc c'était beaucoup plus orienté exercice et pratique pour Il est un peu plus épais d'ailleurs. Comment? Il est plus épais d'ailleurs. Il est plus épais? Peut-être, ouais. Je te le confirme. Et ils sont tous les deux, les premiers sont en anglais, c'est ça, Tout à fait. Donc c'est vrai que Max Your Memory, il a été traduit en plein de langues, mais pas en français. Et le premier, The Sharp Brain's Guide to Brain Fitness, donc c'est la même idée du Brain Fitness. Donc là, c'était plus un guide pour orienter les personnes qui se demandaient comment augmenter leur performance, que ce soit au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention. Donc on parle aussi des personnes avec des troubles attentionnels. C'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Sharp Brains. Voilà, c'est une belle aventure. Donc c'est un peu comme si chaque livre correspond à un cycle, peut-être chez moi. Un cycle en fonction des intérêts. Moi, je parlais des HPI qui font plein de choses différentes et donc c'est vrai que chez moi, il y a des cycles comme ça. Donc je sais pas encore quel sera le prochain. Je dis début d'un nouveau cycle, donc pour le moment, je ne sais pas trop. J'ai quelques idées peut-être, mais c'est pas abouti encore. Donc intéressant. Début d'un nouveau cycle intéressant. C'est des vocables qui me disent des choses. Alors Pascal,
Quels sont tes conseils littéraires? Alors c'était là aussi compliqué, hein. Je sais pas, j'arrête pas de dire que c'était compliqué, donc vous avez compris que c'est pas toujours facile pour moi de faire des choix. Ça doit parler à pas mal de personnes aussi qui nous On a écoutent, vu hein. la capsule de Proust, hein? Donc là, donc déjà, je dois avouer que je lis pas beaucoup de livres en fait en lien avec des sujets divers et variés. Moi, je suis beaucoup plus dans la littérature, les romans et ce type de livres. Donc, je lis beaucoup, mais plutôt des romans. Donc, j'ai fini par m'arrêter sur un livre qui est directement en lien avec le mien et que je trouve très intéressant pour les coachs et les accompagnants de personnes à HPI. C'est le livre dans Psychologie du haut potentiel, hein, qui est paru en 2022 et qui est très complet pour l'accompagnement de ce type de profil. Et il se base sur pas mal d'études scientifiques aussi, et il reste très accessible, il me semble. Donc c'est pas vraiment grand public, hein, mais pour des coachs justement, je pense qu'ils sont intéressés par ces profils-là, ça peut être intéressant d'aller approfondir certaines questions qui viennent de mon livre et d'ailleurs, hein, avec cet ouvrage-là. Et là, il est bien épais aussi, hein, et il y a de quoi faire. Après, donc moi, je lis beaucoup en anglais et je me suis dit, bah, pourquoi pas proposer un livre en anglais. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde et je crois qu'il n'a pas été traduit en français. Donc, c'est le livre de Matthew Lieberman et qui est très, donc c'est un chercheur, hein, je crois qu'il est je sais plus où il est, en Californie, qui explique comment comment notre cerveau est câblé finalement pour être dans des relations sociales. Donc pour toutes les personnes à sensibilité élevée, ça peut être important de comprendre ce qui fait qu'on a envie d'aller vers les autres. Pour toutes les personnes qui se posent des questions au niveau de l'empathie, etc. Et ce livre est écrit pour le grand public, donc démocratise pas mal de recherches dans le domaine des relations humaines et des neurosciences. Donc moi, ça me tient à cœur comme tu as compris, de rendre public et lisible tout ce qui est du domaine des neurosciences, de la recherche dans ce domaine-là. Et ça, je trouve que c'est un super livre pour comprendre plein de choses dans ce domaine. Et finalement, vu que je ne Mhm. trouvais pas d'autres livres, hein, je me suis dit, soyons créatives, hein. Il y a d'autres façons d'apprendre quelque chose que dans les livres, hein. Et j'ai pensé à ce film que j'ai adoré, Vice Versa, de, apparemment c'est Disney et Pixar. Donc je sais pas si tu l'as vu, c'est sur, Je pense qu'il y a Ekman aussi qui a collaboré, hein, non? ah peut-être, hein. Ouais. Ok. Donc c'est un film vraiment que je trouve super bien fait sur les émotions, Mhm. qui permet de comprendre ces différentes émotions et surtout la place et l'importance qu'elles ont dans la vie, et de les voir pas comme des choses à combattre, mais plutôt comme des alliés qui viennent nous dire plein de choses sur ce qui se passe en nous, qui vont motiver nos actions, des messages hyper importants pour nous, à la fois à exprimer et à écouter pour savoir comment agir, les suivre un peu comme des guides, hein. Mhm. C'est un message important de mon livre aussi. J'avais envie aussi de parler de ce film parce que dans le film, c'est une petite fille qui est le personnage principal. Et c'est un film qui s'adresse aux enfants, a priori, c'est un dessin animé. Et ce qui me ferait plaisir, ce serait qu'on parle plus des émotions peut-être à nos enfants, leur permettre de grandir en termes de maturité émotionnelle, hein, peut-être plus vite que nous, on a pu le faire, hein. Et ce film est une bonne porte d'entrée pour parler des émotions avec nos enfants. Merci Pascal. Alors, je pense à quelqu'un là en ce moment. Je pense que cette question peut être très intéressante pour lui. Quel dernier conseil pourrais-tu donner à celles et ceux qui nous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans l'écriture d'un livre? Quel conseil, hein? Alors moi, ce qui me vient, et je sais ce qui m'aide, que ce soit pour les livres ou pour faire une conférence ou quoi que ce soit, c'est
de savoir vraiment ce qu'on veut dire en fait. Parce que ce qui peut arriver, en tout cas moi ce qui m'arrive, c'est de me perdre dans plein de choses. Tu vois, une idée en amène une autre, etc. On commence à faire des recherches dans un domaine ou pas, et on peut se retrouver avec beaucoup de matériel ou beaucoup d'informations, ça peut partir dans tous les sens. Et ce qui permet de se recentrer, puis finalement d'avoir un fil conducteur, c'est notre message. Hein. On est clair sur ce qu'on a envie de dire. Hein. Je pense qu'après, le reste va s'organiser autour du message. Voilà. Et un autre processus aussi que j'observe moi quand j'écris, c'est que donc c'est le questionnement ou la pensée du livre est là un peu en background tout le temps finalement. Ça peut tourner un peu à l'obsession. Donc c'est important d'avoir des moments où on n'est pas en train d'écrire. Hein. Et souvent c'est dans ces moments-là quand, enfin pour moi, que les choses se mettent en place finalement. Donc de prendre un peu de recul, d'aller faire autre chose, de se faire plaisir en faisant autre chose, ça donne un temps au cerveau de façon assez automatique de faire des liens auxquels on va avoir conscience, dont on aura conscience plus tard et qui vont surgir un peu comme ça. Hein. Donc de continuer à se faire plaisir tout en étant dans le processus d'écriture, ça peut être important. Merci Pascal pour tes conseils et partages. Un grand merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de la chronique littéraire. Merci Muriel et merci Saverio pour vos interventions. Un grand merci à vous aussi qui avez pris le temps de suivre cette chronique littéraire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Pascal, je te laisse le mot de la fin. Alors merci Yoti, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec toi. Et merci à toutes et tous qui nous avez écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir de vous répondre. Hein. Et je viendrai visiter régulièrement cet espace hein, en dessous de la vidéo pour continuer cette interaction ou débuter cette interaction avec vous. À bientôt tout le monde. Merci Pascal, merci à vous toutes et tous. Au revoir.